Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la TFM. Il est 20h. À la une ce soir, le véhicule particulier à l'origine de l'accident ayant fait 5 morts hier n'avait pas de licence de transport de passagers. Le ministère des Transports, qui donne l'information, assure que des sanctions seront prises. La voiture en question a percuté un camion malien. L'Union nationale de la pêche artisanale au Sénégal réclame la suspension des licences de pêche délivrées aux bateaux étrangers. Ces autorisations constituent une sérieuse menace pour les ressources maritimes, selon l'association. Pas question de renoncer aux 20 hectares de terre promis par le chef de l'État. Le collectif des victimes des démolitions de Tivaouane Peulh a manifesté pour réclamer ces parcelles. Leurs maisons ont été démolies en 2017 pour les besoins des travaux de prolongement de la VDN. Et puis les Guinéens appelés aux urnes demain, dimanche, pour élire un nouveau président. 12 candidats, dont le président sortant Alpha Condé, sont en lice. Nous ferons le point sur la situation sur place avec notre envoyé spécial. Merci de choisir la TFM. Un terrible accident de la circulation a fait 5 morts et un blessé grave. Le drame est survenu hier matin sur la route nationale numéro 1 à hauteur de Gamboul-Chong sur l'axe Fatick-Kaolack. Un véhicule particulier qui a quitté sa voie est entré en collision avec un camion malien. Dans un communiqué, le ministère des Transports révèle que le petit véhicule n'a pas de licence de transport de passagers et le chauffeur non plus. Il s'agirait de véhicules de transport irréguliers, communément appelés Allo Dakar ou Wargaindé. Le ministère informe que des sanctions seront prises conformément à la législation. Et puis, ce fait étonnant, un mur s'est effondré sur 4 véhicules stationnés aux abords du lagon 1. Comme vous le voyez sur ces images, il y a eu beaucoup de dégâts matériels et fort heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Toujours dans l'actualité, la Gambie a rouvert ses frontières aériennes, terrestres et maritimes hier. Une décision saluée par l'Union des routiers du Sénégal. La plupart des voyageurs des deux pays empruntent la voie terrestre. Donc, le secrétaire général du syndicat demande tout de même au gouvernement de créer d'autres passages vers la Gambie. Gora Khouma est interrogé par Chérif Dia. C'est un intérêt pour nous. Mais c'est un intérêt aussi pour les habitants du sud, les populations de Kolda, de Sédhiou et de Ziguinchor. Vraiment, c'est un ouf aujourd'hui que les populations et les secteurs de transport ont partagé. Donc nous ne faisons que remercier alors le président Adam Barrow, mais tout en aussi respectant aussi les mesures barrières, parce que ça fait partie des consignes dictées par le ministère de la santé gambienne et de la Gambie et celui du Sénégal. Donc il faut que les passagers circulent, mais aussi il faut que les mesures soient respectées. Nous tenons aussi à signaler que, impérativement ou obligatoirement, il faut qu'on respecte les mesures. Ce que je peux ajouter encore, puisque entre Dakar et le sud, c'est pas parce qu'il faut passer par la Gambie. Donc l'autorité sénégalaise doit trouver un moyen de faire des contournements à moindre distance qui pourra au moins qu'on peut quitter Dakar pour faire à Kolda ou Ziguinchor ou Sidi sans passer par la Gambie et aussi sans passer par Tamba, puisque ce contournement est trop long. Donc on peut trouver d'autres moyens, puisque aujourd'hui la Gambie a fermé ses frontières par raison Covid-19, mais demain aussi les frontières peuvent aussi fermer pour d'autres raisons. Et ce sont presque les mêmes revendications formulées par les conducteurs de véhicules de transport de masse à la gare routière de Ziguinchor. L'une des priorités reste la construction de la route nationale numéro 4. Le reportage de Boubacar Diassi à Lamine Moindja. Après une fermeture de 7 mois ferme, la réouverture de la frontière gambienne constitue un motif de satisfaction à la gare routière de Ziguinchor. Nous rendons grâce à Allah concernant la réouverture de la frontière gambienne, car c'était très difficile pour nous autres chauffeurs, après 7 mois de chômage. Moi, c'est aujourd'hui que je remonte dans la voiture pour reprendre ce trajet. Nous devons maintenant travailler avec sérénité, comme nous l'avons toujours fait. Nous devons faire attention et rester très vigilants. Amener les clients posément
et revenir à la maison posément. Je souhaite qu'il n'y ait pas d'empressement sur cette route. Les passagers aussi s'en réjouissent. Un très grand ouf de soulagement parce que vous voyez que le trajet est tellement long et compliqué. Et remercier surtout les deux autorités. La Casamance est un peu enclavée, donc si la frontière est fermée, donc ça nous pose pas mal de problèmes. Mais l'État est interpellé sur l'état de la route nationale numéro 4 et sur les tracasseries sur la route nationale numéro 5. Non, vraiment, cette route n'est pas du tout bonne. Elle est vraiment en très mauvais état. Il faut que l'État reconstruise cette route. C'est vraiment ce que nous souhaitons. Parce que nos voitures ne sont pas en bon état. Si vous sortez d'ici tout de suite, vous rencontrez un poste de police. Et juste avant le pont Émile Badiane, il y a un checkpoint de la gendarmerie. Juste à l'entrée du village de Tobor, vous trouvez un autre checkpoint de la gendarmerie. Vous allez à Bignona, il y a un checkpoint de la gendarmerie. À Tandieb aussi, un autre checkpoint. Vous arrivez à Djouloulou, à quelques encablures de la frontière gambienne, il y a aussi un autre checkpoint. Les commerçants trouvés à la gare routière de Ziguinchor sont très contents de cette mesure, mais ils demandent mieux encore. Mais nous louons notre Seigneur. Nos affaires vont désormais marcher. Mais ce que nous demandons, c'est la réouverture de la frontière bissau-guinéenne aussi. Car ce sont les bissau-guinéens qui se rendent en Gambie et vice-versa. Nous remercions le chef de l'État, mais demandons à ce qu'il négocie avec la Guinée-Bissau aussi, afin que leur frontière soit ouverte aussi. Car si la frontière gambienne est ouverte, celle bissau-guinéenne est toujours fermée. Les licences de pêche délivrées à des étrangers seraient-elles à l'origine des maux du secteur? Oui, en grande partie. Selon l'UNAPAS, l'Union nationale de la pêche artisanale au Sénégal, les membres accusent l'État de pousser des jeunes à reprendre les pirogues avec l'arrivée des navires étrangers. L'UNAPAS souhaite la suspension de ces licences. Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye sur la Petite Côte. L'Union nationale de la pêche artisanale du Sénégal se veut formelle. Ils ne sont pas en phase avec l'association des pêcheurs CAP, les licences de pêche. Il y a une structure appelée CAP qui sillonne le pays, qui disent que les pêcheurs, les acteurs, surtout l'UNAPAS, est avec lui. Alors que nous ne sommes pas en phase avec les industriels. Parce qu'on ne peut pas être en phase avec quelqu'un dont les objectifs ne sont pas les mêmes. Ces acteurs de la pêche exhortent les autorités à suspendre, mais aussi à arrêter l'octroi des licences de pêche. On ne peut plus accepter que la pêche artisanale soit interdite de pêche nocturne ou bien de pêche quoi que ce soit, alors que les industriels continuent de pêcher et de piller nos ressources. Vraiment, ça, ce sont des observations que nous pouvons mettre en exergue et que nous attirons l'attention de toute la population sénégalaise sur ce fait que nous ne sommes pas en phase avec les bateaux de pêche. Ils estiment qu'à cause de la dégradation et la surexploitation de la mer, les jeunes optent maintenant pour l'immigration clandestine. Ces temps-ci, il y a le phénomène de l'immigration clandestine qui est en train de surgir et tout ça c'est causé par le fait que le manque criard de poissons qui existe au niveau des eaux sénégalaises. Il n'y a plus de poissons, les jeunes sont découragés et tous les moyens sont bons pour atteindre l'Europe, pour pouvoir réussir. L'Union nationale de la pêche artisanale du Sénégal compte s'investir davantage pour protéger les ressources maritimes. Abdourahmane Diallo, la Sonacos est favorable à une augmentation du prix du kilogramme d'arachide et à l'ouverture du marché aux étrangers. C'est le directeur général de la société lui-même qui l'a dit. Il avait fait cette même déclaration à Ziguinchor. Modou Diagne Fada a visité les installations de Sonacos Lindiane. Les échanges commerciaux entre le Sénégal et la Guinée sont très denses, à en croire l'ASEPEX. Le Sénégal aurait exporté vers le pays voisin des produits d'une valeur de 73 milliards de francs CFA. Le directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations souligne que d'autres secteurs seront explorés. Al-Hassan Ba et Diafaraba. Ces deux pays qui partagent l'histoire, la Guinée et le Sénégal, Conakry, un partenaire privilégié de Dakar dans le cadre des relations commerciales. Le fer, l'acier, des produits issus de la pêche, de l'agriculture exportés vers la Guinée.
En valeur relative, c'est plus de 73%. Le Sénégal exporte 42,5% vers l'Afrique. Et la Guinée constitue un pays très très important en termes d'exportation parce que nous exportons 73,96 milliards vers la Guinée en valeur relative. Et si on fait également le point sur les produits, on a le fer, acier, fonte, qui font partie des produits phares en termes d'exportation. Vous avez également les produits de la mer, poissons, crustacés, etc., qui sont des produits importants. Vous avez les produits cosmétiques, en termes de résinoïdes, huiles essentielles, etc., qui sont des produits exportés en Guinée et beaucoup de produits également issus de la production agricole qui sont exportés vers la Guinée. Savoir également qu'au-delà de ces échanges, au-delà des exportations du Sénégal vers la Guinée, le Sénégal importe également des produits issus de la Guinée. Donc en termes de valeur absolue, c'est 1 milliard en moyenne. Une balance commerciale largement excédentaire du côté du Sénégal et déficitaire du côté de la Guinée. Les perspectives sont très élevées. Aujourd'hui, s'il s'agit de ces deux pays spécifiquement, le Sénégal travaille avec la Guinée en termes d'échanges au niveau commercial avec les accords CEDEAO. C'est ça qu'il faut retenir. Maintenant, quand il y aura des accords encore plus englobants avec la zone de libre-échange continentale qui va intégrer 54 pays. Le Sénégal voulant être un hub en termes surtout d'échanges, nous pensons qu'effectivement ces échanges vont augmenter. Le monde entier vit les conséquences de la pandémie de Covid-19. L'impact s'est fait ressentir en Afrique, mais moyennement. On va encore parler de la Guinée tout à l'heure avec la présidentielle qui se tient demain. Les nerfs étaient tendus hier à Tivaouane Peulh. Des personnes dont les maisons ont été démolies en 2017 ont manifesté pour se faire entendre. Le gouvernement qui voulait leur attribuer 20 hectares de terre a décidé de reconsidérer sa position. Ousmane Ndiaye, président du collectif des victimes de Tivaouane Peulh, est interrogé par Ousseynou Thiam et Ahmadou Bamba Samb. Pourquoi notre marche a été interdit? C'est parce qu'aujourd'hui, le lundi passé, le gouverneur de Dakar nous a appelé pour nous informer que le président de la République a retiré les 20 hectares qu'il a remis au collectif. Nous sommes dans quel pays? On sait que dans une situation carabinée, il faut essayer de commander pour survivre. Et que Tivaouane Peulh aujourd'hui va lutter. Ce n'est pas ces gendarmes-là qui vont nous mater aujourd'hui. Aujourd'hui, la nuit ne s'arrête pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons déclenché une lutte aujourd'hui. Vous savez, ces 20 hectares sera considéré comme le Bakia de Touba. Aujourd'hui, ces 20 hectares seront de notre cimetière aujourd'hui. Aujourd'hui, on est prêt pour donner notre vie. Car aujourd'hui, on est en djihad aujourd'hui. Toute personne qui tourne le dos à Tivaouane Peulh aujourd'hui est un traître. Nous sommes dans un état de droit. Est-ce que vous avez déposé... Non, je sais que le président de la République ne doit pas dire une chose et un gouverneur. Un simple gouverneur vient dire que la décision du président n'est pas à l'ordre du jour. Nous sommes dans quel pays? C'est pas normal. C'est pas normal. Nous avons, par rapport à ces rassemblements, nous avons respecté toutes les procédures qu'il faut. C'est-à-dire qu'on a déposé 8 jours avant, plus de 8 jours avant, mais avant le Magal de Touba. Le préfet se permet, au sous-préfet se permet aujourd'hui de nous dire 1 heure de temps ou 2 heures de temps après que notre marche n'a pas été autorisée. Pourquoi cela? Parce qu'il dispose des forces de l'ordre. Le Sénégal a enregistré ces dernières 24 heures 24 nouvelles contaminations au coronavirus. 10 malades sont issus de la transmission communautaire, 3 sont des cas importés et 11 des cas contacts. Le nombre de guéris est de 52 et 6 malades sont dans un état grave. Pas de décès pour ce dernier bilan établi par le ministère de la Santé. 2 semaines après le début du mois consacré à la lutte contre le cancer du sein, Octobre Rose, la LISCA dresse un petit bilan. 2000 femmes ont été dépistées gratuitement et 35 présentent des signes suspects. La présidente de la Ligue sénégalaise contre le cancer, Fatma Guenoune, revient sur tout cela avec Fatou Bintou Conté et Mohamed Dieng. À ce jour-là, nous sommes à 2205 femmes examinées avec plus de 1000 bons de mammographie subventionnés distribués et avec environ 100 bons de mammographie gratuits.
distribués. Donc le bilan est satisfaisant parce qu'on n'espérait pas avoir autant de femmes. Là, aujourd'hui, nous sommes à 238 sous la bâche, donc avec une distanciation. Et les médecins, nous avons beaucoup de médecins et donc la consultation se passe rapidement. C'est-à-dire, on ne donne pas dire qu'on a le cancer, on peut avoir des présomptions. Et ce qu'il faut dire que toute tumeur que nous voyons n'est pas un cancer. Donc comme nous consultons des femmes jeunes, ce sont des nodules bénins. Et il y a des femmes aussi qui ont un cancer, parce qu'elles connaissaient leur diagnostic, elles viennent ici pour que nous puissions les accompagner. Donc c'est pour ça, pour les présomptions, suspicions de cancer, nous avons 35 cas depuis le début. Alors, qui pour mieux raconter le cancer et ses malheurs qu'une victime? Maladie du cancer, l'œil d'une patiente, c'est le titre du livre de Tiané Ndiaye, atteinte du cancer du sein. Professeure de philosophie, la jeune femme raconte dans cet ouvrage comment elle a vécu sa maladie. Fatou Bintou Conte et Mohamed Dieng l'ont rencontrée. L'annonce du cancer constitue un choc psychologique pour cette patiente. Impossible de passer sous silence un tel changement dans sa vie. Dans un livre, Tiané Ndiaye raconte sa maladie, une sorte de refoulement. De thérapie, parce que quand on écrit, voilà, on sort en quelque sorte sa souffrance. On sort en quelque sorte toutes ces choses-là qu'on n'a pas pu dire tout au long donc, de ce parcours. Du cancer du sein, il explique combien cette maladie coûte cher au Sénégal. C'est une maladie assez difficile quand même, parce que comme tout le monde le sait, c'est une maladie qui coûte très cher. C'est une maladie onéreuse. Et donc nous sommes dans un pays pauvre, où les gens n'ont pas toujours les moyens de se prendre en charge. Ce qui fait que beaucoup de femmes ont du mal à aller vers les structures pour se faire soigner, d'où le taux important de décès. Quand même beaucoup de décès causés par cette maladie. Donc 70% des malades meurent. Donc il n'y a que 30% de rescapés. Donc d'où même l'idée qu'on a de la maladie. Donc idée selon laquelle donc, lorsqu'une personne est touchée par la maladie, donc son issue fatale c'est la mort. Alors que ce n'est pas toujours le cas quand même. Durant le traitement de cette maladie, malgré la gratuité de la chimiothérapie, Tiané révèle que beaucoup de choses ne restent pas faire. On vous dit que la chimio est gratuite, mais les médicaments souvent ne sont pas disponibles. Donc si aussi la chimio est gratuite et que les médicaments ne sont pas disponibles, ça ne sert pas à grand-chose. Donc avant, le malade, il bénéficiait du soutien de ses parents. Donc s'il n'y avait pas ces médicaments-là à l'hôpital, il allait en acheter à la pharmacie. Mais aujourd'hui, ce soutien-là, il ne l'a plus parce que les gens ont entendu dire que l'État a rendu gratuite donc, la chimiothérapie. Donc ça aussi, ça pose problème aux malades. C'est pourquoi elle prône la gratuité de la mammographie afin d'encourager les femmes à se dépister très tôt. Merci Fatou Bintou Conte. Depuis 2013, plusieurs agents d'assistance à la sécurité de proximité ont intégré la police, la gendarmerie ou plus largement l'administration publique. D'après le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, l'État compte insérer plus de 6000 ASP en fin de mission. Une rencontre sur la question s'est tenue à Sali. Ibrahim Sarro, secrétaire général du ministère de l'Intérieur, est avec Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Nous avons eu énormément d'engagements. Des engagements venant des collectivités territoriales qui vont en recruter, n'est-ce pas, à partir du 1er janvier 2021. Et à ce niveau également, le ministre de l'Intérieur a pris des dispositions pour que l'administration territoriale, et préfet en particulier, puisse accompagner les maires dans cette démarche d'insertion donc au profit des ASP. Nous avons également l'engagement de beaucoup de structures publiques. Il y a effectivement des ASP qui sont devenus policiers et gendarmes parce que vous avez la police à la gendarmerie, c'est des services publics dont l'accès obéit à des normes, notamment les normes de concours. Nous avons des ASP qui ont effectivement réussi à ces concours pour devenir gendarmes, pour devenir policiers. Mais nous avons également des ASP qui ont réussi à l'école nationale d'administration. Parce que comme vous le savez, dans la structuration, nous avons des ASP qui ont des masters 2, donc au niveau élevé, au niveau universitaire élevé, et qui sont en train de réussir à des concours.
Donc il y a de l'insertion par l'initiative personnelle. Donc, vous voyez un concours, vous y présentez. Et nous avons aussi l'insertion par, en tout cas, la démarche que nous avons retenue de réunir tout le monde et de susciter des engagements par-ci par-là. Et nous en venons à l'actualité hors de chez nous, largement dominée par un pays voisin, la Guinée. Les citoyens se rendront demain aux urnes pour départager les 12 candidats à la présidentielle, dont les deux principaux protagonistes, le président sortant Alpha Condé et le leader de l'opposition et chef de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo. Après l'attaque d'hier d'un camp militaire avec la mort d'un homme, le pays est toujours sous tension, mais les citoyens veulent exercer leurs droits civiques et espèrent que le scrutin va se dérouler dans le calme. Nos envoyés spéciaux, Barkaba et Mbissangom. Conakry s'est réveillé ce matin dans le calme et les Guinéens vaquent tranquillement à leurs occupations. Pourtant hier, la commune de Kaloum, qui mène au centre-ville, avait été totalement bouclée suite à l'attaque d'un camp militaire dans la ville de Kindia. La présidentielle de demain, dimanche, opposera le président sortant Alpha Condé et 11 autres candidats, dont le principal leader de l'opposition, Cellou Dalein Diallo. Certains Guinéens, rencontrés aux abords du stade du 28 septembre, se veulent rassurants. Je pense que demain aussi, ça sera la même chose aussi. On ira voter tranquillement, après tu reviens chez toi, tu restes là-bas tranquillement, comme il n'y a pas de mouvement. Non, vous savez, dans chaque pays, il y a toujours les incitations un peu de part et d'autre. Mais je pense que pour cette fois-ci, en République de Guinée ici, tout va se passer très bien. Et après les élections, nous espérons que tout ira bien. D'autres, par contre, ne cachent pas leurs inquiétudes, mais espèrent que le scrutin se déroulera dans le calme. Parce que là, il faut qu'on se dise la vérité. Parce que compte tenu des affrontements ethniques au moment des campagnes de gauche à droite, franchement, les gens ont peur quand même. Mais ce qui est clair d'abord aussi, il faut retenir quand même qu'au moment où déjà les Guinéens ont accepté d'aller aux élections, au moment où nos leaders, c'est-à-dire les opposants, ont accepté les conditions de la CENI, j'en suis sûr certaines, les choses vont se passer dans de très bonnes conditions. C'est vrai quand même, ça sera chaud, mais quand même, les Guinéens vont s'entendre et ils vont se comprendre aussi. Malgré les incidents violents qui se sont déroulés hier dans la ville de Kindia et qui ont causé la mort d'un colonel de l'armée, les Guinéens, dans leur majorité, ont décidé de se rendre demain dans les urnes pour l'élection présidentielle. Et ils espèrent que le scrutin se déroulera dans le calme. Les moments forts de ce scrutin à suivre donc avec nos envoyés spéciaux Barkaba et Mbissane Ndoye, une présidentielle qui aura lieu, mais sans la participation des ressortissants guinéens établis au Sénégal. Ces derniers n'ont pas pu être inscrits dans le fichier électoral. Une situation désolante, mais ces Guinéens espèrent tout de même un changement dans leur pays. Le reportage de Abifay et Amadouba. Ils sont appelés dans les urnes ce dimanche. Les Guinéens vont élire leur président de la République. Les deux candidats les plus en vue restent le chef de l'État sortant Alpha Condé et son principal opposant Cellou Dalein Diallo. Sur ce, beaucoup de ressortissants guinéens résidant au Sénégal désirent un changement. Moi, depuis 1982, je suis au Sénégal. Je vis au Sénégal depuis 1982, bientôt 38 ans. Je suis venu à l'âge de 16 ans. J'ai passé presque toute ma jeunesse dans ce pays. Je pars en Guinée de temps en temps voir ma femme et mes enfants, qui sont au nombre de 7. Mais j'aimerais bien retourner en Guinée et participer à son développement. Castor, une commune habitée par beaucoup de Guinéens, certains invitent le futur président à œuvrer pour le développement du pays. La Guinée manque de tout, surtout un gouvernement qui soutient sa population comme il se doit. Beaucoup de chantiers attendent le futur président, par exemple l'électricité et l'eau, les infrastructures routières également. La Guinée en manque. Bref, il y a beaucoup de problèmes à régler. Cependant, leur seul souci est... Le président sortant nous refuse le vote alors que nous sommes des citoyens guinéens. Même ceux qui vivent en Angola et à Bissau. Nous ne voterons pas. Ils sont environ 2,5 millions de Guinéens vivant au Sénégal, mais ne vont pas cette fois-ci participer aux joutes électorales. Toutefois, ils ont espoir que le futur président va opérer un changement qui va placer le pays au rang de ceux en voie de développement.
Merci Abbé Faye, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Très bonne soirée, excellent week-end. Restez sur la TFM et à très bientôt. Au revoir.